So, jetzt hat mich die Kamera auch wieder. Voilà, la caméra m'a retrouvé. C'est magnifique. Je salue à la table ronde 4 invités des plus intéressants de tous horizons. À ma droite, nous avons Aurélie Cavin qui va nous présenter la perspective du bénévolat en tant que tel. À côté d'elle, Nicolas Galadé qui vient de Winterthur. Il est le chef du département des affaires sociales de la ville de Winterthur. Ensuite, une personne que vous connaissez, je pense, Christa Mark-Walder, conseillère nationale PLR bernois, et quelqu'un de super occupé. Je pense que ça vaut pour tout, mais je le sais, dans son cas, c'est Gérard André, un cofondateur, en fait, de l'agence digitale LIP et membre du conseil du Parti écologique suisse, section fribourgeoise. Nous allons maintenant, ensemble, nous intéresser à 4 thèses pour analyser les possibilités du bénévolat de l'avenir. Nous allons nous demander ce qu'il en est de l'avenir du bénévolat et surtout ce que nous pouvons, en tant que monde politique, en tant que ville et commune, mais aussi en tant qu'entrepreneur, ce que nous pouvons faire en faveur du bénévolat. Alors vous savez, les tables rondes ont tendance à être un peu laborieuses ou parfois bien trop harmonieuses. Et nous avons donc élaboré un petit code. Donc il est interdit de dire « je me rallie à »,« je m'associe à » ou comme Gérard a dit. Donc j'ai encouragé les intervenants de mener un débat controversé et d'oser émettre des opinions différentes. Le caractère controversé, eh bien, vous avez la possibilité d'agir là-dessus depuis chez vous. Vous pouvez à chaque moment ouvrir le chat et poser vos questions à mes 4 participantes dans le chat. Et je vais ensuite essayer de répondre à ces questions. Patricia de Langadine nous salue. Génial, pas de brouillard dans les grisons. Première question qui s'adresse à tous. Donc, veuillez lever la main, mais ce n'est pas pour une vague. Donc, levez la main si quelqu'un parmi vous s'est déjà engagé de manière bénévole. Bon, c'est un peu difficile de dire qu'ils n'ont pas fait. On commence au milieu par Christa Mark-Walder. C'était quoi donc cet engagement personnel et quel était le motif de ton engagement volontaire? Oui, je m'engage toujours, je reste engagée. Cela fait partie de la politique de notre système de milice. Quand j'étais très jeune, je m'engageais dans les sports. Je donnais des leçons de patinage sur glace aux enfants en bas âge. Depuis 1992, je suis membre de notre orchestre, donc je m'engage dans le domaine culturel. Et malheureusement, nous avons déjà annulé pour la 3e fois notre concert annuel. Mais cette association vit grâce au bénévolat. Et par ailleurs, j'étais présidente du forum du bénévole qui est issu de l'année de l'ONU consacrée au bénévolat. Et toutes les organisations fêtières du domaine social, sportif, culturel et ecclésiastique étaient donc chapeautées par ce forum. L'objectif était de favoriser le bénévolat, mais je reviendrai tout de suite sur ces instruments. Super question, mais je la poserai pendant la pause midi. Comment est-ce que tu trouves le temps de travailler à côté de ces engagements? C'est impressionnant. Gérard André maintenant. Ton engagement, dis-nous le pourquoi. Eh bien, cela a commencé quand j'avais 14 ou 15 ans. Dans notre commune, nous avons ressuscité en quelque sorte l'organisation de jeunesse catholique. Il y en avait une, mais elle a un peu disparu et j'ai donc recréé une section. Ensuite, il y a eu d'autres enjeux. Moi, je suis active dans le monde numérique qui est aussi empreint par le bénévolat, même si on ne le perçoit pas tellement. Wikipédia, moi je ne suis pas un fan de Wikipédia, mais pour vous donner une illustration. Dans l'espace numérique, dans le domaine open source, on fait beaucoup de bénévolat aussi, mais c'est un autre sujet. Ensuite, j'ai aidé à mettre en place un start-up culturel il y a quelques années
Et il s'agit de favoriser la cohésion culturelle par la musique et par le langage, et tout cela, je le fais aussi de manière bénévole. Autre chose, j'avais toujours pour objectif, une fois ou quand j'avais un peu plus de marge économique, de réduire mon taux d'emploi pour me consacrer davantage au bénévolat, au travail gratuit. Donc, surtout en matière politique, c'est aussi un sujet intéressant. Parfait, merci Gérard. Tu nous ouvres un peu les possibilités aussi qui concernent l'avenir du bénévolat dans le monde numérique, par exemple, où nous pouvons certainement attirer la relève. Aurélie, je ne te pose pas la question parce que cela parle c'est assez évident. Et si tu es d'accord, je donne la parole à Nicolas Galadé. Parle-nous de ton expérience. Le bénévolat m'a toujours intéressé. Je vous donne un exemple concret. À Winterthur, il y a la semaine musicale avec des centaines de bénévoles qui mettent la main à la pâte et qui constituent la relève de l'organisation. Je m'intéressais assez tôt, dans un cadre plutôt formel, en tant qu'auditeur pendant de longues années. Et voilà, j'ai aidé aussi, par exemple, au bar, etc. Donc, en quelque sorte, de l'autre côté. Magnifique, vous voyez, toutes ces personnes s'y connaissent en matière de bénévolat pour l'avoir vécu elles-mêmes. Et on commence maintenant par la première des 4 thèses, une des thèses qui sont vraiment d'actualité. La voilà. La solidarité que nous avons connue pendant la crise du coronavirus, cette belle solidarité a volé en éclats. Vous voyez que j'essaye de vous provoquer un tout petit peu. Alors, notre question, est-ce que c'était un phénomène purement transitoire ou est-ce qu'on observe une nouvelle forme de solidarité? Ou que devrions-nous faire afin de retenir cette énergie et afin de préserver ces possibilités pour l'avenir? Je redonne la parole à Winterthur, à Monsieur Galadé. Quid de l'avenir? Comment la ville de Winterthur arrivera-t-elle à conserver cette solidarité et la cultiver? C'est une question assez simple. Comment est-ce que nous pouvons soutenir la solidarité de manière durable? Alors, retournons-nous d'abord vers le passé. À Winterthur, nous avions eu cette expérience pas liée au coronavirus, mais nous avons connu un énorme élan de solidarité de la population lors des mouvements migratoires de 2015 et 2016. Lorsqu'il y a eu un véritable afflux de migration et de nombreuses organisations ont accepté de faire du travail. Nous étions presque débordés par ces offres de bénévolat. En effet, il faut structurer ce travail et on peut se retrouver débourré. Donc, il faut structurer les offres. Il y a des bénévolats professionnels, les églises, le travail de jeunesse. Et aujourd'hui encore, peut-être pas dans la même ampleur qu'en 2015 et 2016, mais nous enregistrons toujours beaucoup d'offres. Il faut créer un cadre, assurer la continuité de ce travail et les gérer de manière professionnelle, offrir des points de rencontre, offrir des cours d'allemand et bien d'autres choses. Je suis un peu moins pessimiste, donc après avoir connu cette expérience-là, je pense que c'est vrai, lors du semi-confinement, de la crise du coronavirus au printemps, c'était quelque chose d'assez unique. Et maintenant, nous ne connaissons pas la même situation. C'est une sorte de retour à la normale. Si les choses se dégradaient, ce que je n'espère pas, je pense que cette solidarité va revenir. Vous dites que la solidarité existe. Elle est là et nous, en tant que ville, en tant que commune, devons créer les structures pour permettre à la solidarité d'éclore. Madame Markwalder, retournons-nous vers le passé. Imaginons-nous qu'il n'y avait pas de bénévolat en Suisse. Comment la situation de 2020 comment est-ce qu'on aurait dû la décrire? Ça aurait été très triste. Je trouvais magnifique de voir à quel point la solidarité a joué, l'entraide entre les voisins, des jeunes qui s'engageaient, qui ont créé des plateformes pour aider les personnes âgées, des personnes à risque, pour faire les courses pour elles.
Cette solidarité n'a pas disparu. Mais je pense qu'il y a un besoin de ces personnes de se frotter au monde, de faire les courses elles-mêmes, de se revoir. Mais ce que je redoute un peu en vue de l'hiver, il faut voir que les institutions culturelles sont majoritairement fermées, les journées sont plus courtes. On conseille à tout le monde de rester à la maison et je crains qu'il y ait une nouvelle solitude qui s'installe. Nous devons donc trouver de nouvelles formes, par exemple encourager les voisins de s'appeler par téléphone quand ce n'est pas possible de se voir, de leur demander comment les personnes vont, parce qu'il ne s'agit pas que de la santé physique, mais aussi psychique pendant la crise. Oui, et ces deux aspects sont intimement liés, comme nous le savons. Merci. Aurélie Cavin, maintenant. J'ai réussi, non? Quand je vois dans les chats, il y a une grande curiosité. Tout le monde aimerait savoir qui tu es. Tu vas tout de suite te présenter et tu vas nous dire ce que l'engagement bénévole veut dire pour toi. Il y a une grande curiosité. C'est donc la première question. Comment est-ce que tu t'engages volontairement, dans le sens large, pas uniquement auprès du CSAJ? Une question à toi. Cette année, nous avons vu qu'il y avait certes de la solidarité, mais parfois aussi une sorte de conflit entre les générations. De ton point de vue, du point de vue du CSAJ, que peuvent faire les organisations des bénévoles pour que la solidarité entre les générations l'emporte à l'avenir? Je suis la romande, je vais parler en français. Donc, pour répondre à la première question, je m'engage effectivement aussi souvent dans le bénévolat, forcément déjà au Conseil suisse des activités jeunesse, où une grande partie de mon travail est bénévole. Et puis ensuite, moi, dans ma vie privée, le bénévolat, c'est très important. Et donc, je m'implique dans beaucoup d'activités qui sont plutôt dans la vie culturelle fribourgeoise, l'organisation d'un festival de bande dessinée ou dans une équipe de théâtre ou des choses comme ça. Donc, ça a vraiment une part importante. Et pour répondre à la question sur la notion de solidarité entre les générations, de comment ça a été vécu pendant le coronavirus, comme ça a été dit déjà en plus, donc les groupes de jeunes, ils se sont vraiment impliqués très rapidement au moment de la première vague. Il y a la Youbla, il y a les scouts, il y a les campagnes, les jeunesses campagnardes. Il y a beaucoup de groupes, même sportifs, de jeunes, qui se sont organisés pour aller rendre des services à la population, pour aller faire les courses pour les personnes vulnérables. Et on était vraiment très fiers que ça se mette en place au CSAJ et aussi que les médias en ont parlé et qu'ils ont parlé en fait de toutes ces activités faites par les jeunes en positif. Et ça nous semble par contre important aussi de rappeler que cette solidarité entre les générations et l'engagement des jeunes, il ne s'arrête vraiment pas à cette crise du coronavirus, ça existait déjà avant. Nous, on organise tous les 5 ans l'Action 72 heures, qui est un projet qui vise justement à montrer l'engagement des jeunes, qui se fait tout au long de l'année, mais nous, on l'organise tous les 5 ans pour le montrer de manière massive. Et vraiment, dans ces projets-là, chaque année, depuis maintenant 20 ans, on voit qu'il y a des projets qui s'organisent vraiment autour de la notion de solidarité entre les générations. Donc les jeunes qui organisent des projets, par exemple, pour les personnes âgées. C'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent, donc c'est un intérêt qui existe depuis bien avant le coronavirus. Une des choses peut-être qu'il ne faut pas oublier avec cette crise, par contre, c'est que ce challenge, il est pour toutes les générations et que les jeunes, c'est vraiment un challenge pour eux aussi. Cette crise, ils ont vraiment toute leur vie qui est aussi perturbée et que du coup, cette solidarité entre les générations, elle doit vraiment exister des deux côtés et qu'on a besoin de cette cohésion sociale et que les générations, justement, évitent de se critiquer, mais plutôt essayent de s'aider. Sehr gut. Vielen Dank, Aurélie Cavin. Merci beaucoup, Aurélie Cavin. C'est super que tu sois là avec ton enthousiasme, ton énergie. Donc, si vous devez vous sentir découragé, contactez
Aurélie, elle va vous enthousiasmer pour cette thématique. La première thèse, donc, la solidarité liée au coronavirus, était-elle un phénomène transitoire? A-t-elle disparu? Donc, nous pouvons répondre par la négative. Non, elle n'a pas disparu, mais la solidarité ne tombe pas du ciel. Il faut qu'elle soit soutenue par plusieurs milieux pour vraiment pouvoir déployer tous ses effets. Sans transition, thèse numéro 2. C'est un sujet que nous avons abordé déjà à plusieurs reprises. Nous voyons que la société, c'est une lapalissade, est en rapide mutation. Il en va de même pour le bénévolat. La société est de plus en plus complexe, avec des besoins de plus en plus diversifiés. D'une part, des défis plus complexes et d'autre part, des besoins beaucoup plus complexes du côté des bénévoles. Pour simplifier un tout petit peu, je ne peux pas dire aux bénévoles « fais ci et le tour est joué ». Première question à Gérard André. Quel est ton point de vue en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'à l'avenir, nous avons encore besoin du bénévolat ou est-ce qu'on va dire non, c'est trop complexe, il faut le professionnaliser? J'aime beaucoup la dernière idée, c'est très passionnant. De quoi parle-t-on quand on définit le bénévolat? C'est du travail non payé, non? Et il est vrai que la plupart des tâches dans ce pays sont faites de manière gratuite. Donc, la manière de s'occuper de ses enfants, de la famille, mais aussi le travail fourni dans les associations, le nombre d'heures dépasse celui du travail payé. Je pars du principe qu'en tant que société, nous devons nous poser la question de principe. À quoi attribue-t-on de l'argent? Qu'est-ce qui a de la valeur? Pour simplifier, je fais pendant la journée un travail pour payer mon loyer et ce qui a du sens, je le fais le soir, le bénévolat. Je simplifie, bien sûr, c'est une caricature. Je ne dis pas que le travail rémunéré n'a pas de sens. Mais la réflexion est intéressante. Qu'est-ce que nous entendons par du bénévolat et quelle valeur notre société attribue-t-elle à ce travail? Il y a des études qui disent que, bon, rien que la manière de ou rien que l'encadrement des enfants donc par les aînés représente une somme de 8 milliards de francs environ. Donc c'est une utilité réelle et nous ne devons pas simplement compter sur le fait qu'il y a un système économique parallèle avec sa propre dynamique où nous ne décidons pas de ce qui est bon et ce qui est faux et puis ensuite un système où on peut choisir librement ou à quoi on veut se consacrer. Je pense à l'avenir, nous devrons nous poser davantage la question du sens. Et en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, c'est une question inévitable parce que la prochaine génération qui va entrer sur le marché du travail ne veut pas rester fidèle aveuglément à une entreprise et obéir aux consignes des directeurs. C'est une génération qui se pose la question du sens pour savoir qui cela change le monde dans un bon sens et sinon, elle ne suivra pas. C'est une évolution certes salutaire, mais si on veut voir le côté négatif, il faut peut-être quand même se dire que le travail bénévole va se professionnaliser. Ou par professionnaliser, on peut dire c'est une manière plus honnête de dire ce qui compte pour nous en tant que société. Si quelque chose compte, c'est quelque sorte plus honnête de payer pour. Merci. Voilà, merci beaucoup, Gérard André. En fait, quand on parle de professionnalisation, cela ne veut pas dire nécessairement que c'est mieux fait, mais cela sera donc fait par des structures existantes et ça sera donc payé. Voilà, maintenant on a un peu ouvert le regard. Ma question, est-ce qu'il y a encore besoin de bénévolat à l'avenir? Là, tu as parlé de sens, car il peut y avoir aussi des effets négatifs secondaires. Donc, c'est un travail qui est bon marché ou gratuit. Madame Marchalder,
Donc, vous connaissez probablement l'Observatoire du bénévolat. En principe, comme Adrien Fischer l'a dit, nous avons une stabilité relative, mais cela concerne notamment certains domaines. Il y a des domaines tels que le sport et les organisations de jeunesse où les chiffres diminuent en fait. Est-ce que cela vous pose problème? Est-ce que c'est un souci ou qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, cela me cause des soucis car le travail de bénévolat est bien sûr quelque part la colle de notre société. Là, je pense notamment au social, mais aucune association de sport ou culturelle ne pourrait exister sans le soutien et l'intervention de bénévoles. Je vous donne un exemple. Il y a un an, on avait donc la musique des jeunes à Burgdorf. Il y a un an, avec des milliers de musiciennes qui sont tous aussi dans des associations qui ont fait du bénévolat. Et nous avions un comité d'organisation qui, pendant 3 ans, a préparé cette grande fête pendant 3 ans, donc. Et cela a coûté aussi beaucoup d'argent. On a dû trouver des sponsors. On a réussi à le faire, mais imaginez-vous si on avait payé tout ce travail, cette fête n'aurait pas pu avoir lieu. Avec cela, je veux dire que justement la diversité de sport, dans le sport ou dans la culture vit aussi de cet engagement bénévole. Et c'est pour cela qu'il faut aussi motiver la jeune génération de pouvoir participer à cela. Les jeunes pouvaient, par exemple, en profiter dans une association de sport et pourraient peut-être continuer à le faire de l'autre côté. Alors, parfois, je vois combien il est difficile de s'engager pendant plus longtemps, devenir trésorier, président, quelque chose dans un comité. Alors, il n'est pas si difficile de trouver des gens pour des courtes durées. Donc, il faut peut-être réfléchir comment on peut rendre plus attrayant ce travail de bénévolat pour des jeunes qui ne veulent pas faire cela à longue haleine, mais qu'on puisse aussi proposer des interventions plus courtes. Très intéressant ce thème. J'aimerais reprendre justement ces besoins de la jeune génération. Soyons honnêtes, la jeune génération est une sorte d'image condensée de ce qui se passe dans la société. Donc, une thèse, Gérard André, vous êtes l'expert de l'auto-organisation, vous travaillez selon l'holocratie dans votre société libre. Donc, comment serait le bénévolat si on soutenait tout simplement les bénévoles à ce qu'eux, ils fassent eux-mêmes leur travail? Oui, justement, c'est peut-être le point clé par rapport à cette transformation, car finalement, nous avons un intérêt à ce que la prochaine génération puisse également participer au bénévolat. Maintenant, bien sûr, on a parlé de professionnalisation, c'est une chose, mais j'ai aussi eu différentes discussions aussi après l'élection, car on m'a demandé de prendre la présidence ici et là, et j'ai dit non, car je suis convaincue qu'il n'y a pas besoin d'un chef supérieur au plus haut niveau. Je crois qu'il y a différentes structures dont nous avons besoin. Il n'y a pas besoin d'un visage, d'un homme qui représente l'association vers l'extérieur. Pour moi, c'est une représentation un peu passée. Que l'organisation d'une association soit faite ainsi. Donc, c'est certainement une clé pour avoir plus de succès à l'avenir, car maintenant, nous avons une génération qui démarre, qui va faire les choses de façon très intense et ensuite ils partent. On peut trouver bien ou pas, mais bon, quand ils sont loin, ils sont loin. Donc, c'est la nouvelle réalité. Je ne trouve cela pas grave. Mais il faut justement trouver d'autres moyens que de trouver un président qui reste pendant
3 décennies dans une grande association ou une petite organisation. Il faut avoir des structures plus flexibles. Nous, dans notre entreprise, on l'a fait dans le contexte de l'économie, car l'auto-organisation est quelque chose que l'on a reconnu comme étant très important. D'après moi aussi, on atteint de meilleurs résultats de cette façon-là. Voilà, on voit qu'il y a un phénomène similaire dans le domaine du bénévolat qu'on voit aussi dans le travail, le New Work. Donc, si on veut réfléchir au bénévolat d'une nouvelle façon, il faut peut-être le faire. Alors là, on est comme confronté à une transformation culturelle, un nouveau état d'esprit. Aurélie Cavin, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que tu reconnais ce phénomène dans la jeune génération? Donc, une brève intervention, ensuite je repars. Est-ce que tu le vois ainsi? Tu le vis? Est-ce que tu vois des différences dans la culture en Suisse romande et en Suisse alémanique? Sur ce qui a été dit, voilà, un peu un changement culturel par rapport à la jeune génération, c'est-à-dire, voilà, ils ne s'engagent plus pour 5 ans, mais juste, par exemple, un projet, ça m'intéresse, puis je pars. Est-ce que tu constates cette situation? Et ensuite, est-ce qu'il y a des différences par rapport à la Suisse romande et la Suisse alémanique? Alors, je dirais que je ne suis pas convaincue que c'est un changement radical parce qu'il y a vraiment encore des jeunes qui s'impliquent sur des longues durées. Par exemple, on voit vraiment chez les scouts ou dans la Youbla, c'est vraiment des organisations qui arrivent à garder leurs jeunes longtemps et les faire qu'ils s'impliquent beaucoup d'années. Et puis, il y a d'autres types de projets qui sont nés, qui sont peut-être des projets culturels comme des festivals où effectivement on s'engage sur des plus courts termes. Donc moi, je pense que les deux cohabitent aujourd'hui, mais qu'on n'est pas forcément dans une transition du tout l'un ou tout l'autre, et que c'est forcément une question de génération, j'ai l'impression, mais plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de types de projets différents et de types d'engagements différents. Et pour le côté roman suisse-allemand, moi, je ne connais pas vraiment de différence culturelle qui serait liée à ça. Ce que moi, je constate, c'est surtout des différences culturelles, j'ai l'impression, parfois, entre urbain et milieu urbain, milieu rural, où dans le milieu rural, l'engagement, il est parfois plus informel, mais le bénévolat, ça peut être des choses comme rendre service à son voisin, parce qu'on connaît son voisin, et que justement, pendant la crise du coronavirus, c'est quelque chose qui s'est fait de manière très non institutionnelle, justement, très facilement, sans que ça ait besoin d'être organisé, alors que peut-être dans les villes, on a cet engagement qui est encore plus institutionnalisé parce que les gens se connaissent moins. Et du coup, on a vraiment ce concept d'organisation, d'association, où là, les jeunes s'engagent au sein de quelque chose de formel. Et moi, c'est plus cette différence-là que je perçois que la différence suisse-allemand-roman. D'accord, excellent. Merci beaucoup. Übrigens, wisst ihr was? Merci beaucoup. Ce qui m'enthousiasme actuellement, je regarde régulièrement le chat et là, on a vraiment un exemple d'une auto-organisation. Les participants peuvent donc quelque part poser les questions via moi à vous. Donc, ils s'organisent eux-mêmes. Il y en a d'autres qui répondent aussi à des questions. C'est vraiment un beau prototype que l'on voit ici. Maintenant, Monsieur Galadé, il y a comme 2 phénomènes auxquels est confrontée la ville de Winterthur. D'un côté, dans les domaines comme le sport et la jeunesse, les chiffres diminuent. Ensuite, ce phénomène des jeunes qui voudraient bien s'engager, mais plutôt pour un projet, bref, un gig. Comment est-ce que la ville traite cela? Est-ce que vous intervenez ou vous dites ce n'est pas notre problème? Revenons à ce malentendu avec la professionnalisation des structures. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à tout le monde qui fait du bénévolat, mais
si on veut s'engager en tant que bénévole, on veut aussi avoir une certaine efficacité. On ne veut pas arriver quelque part et il faut attendre 3 heures avant que les choses démarrent. Ça, c'est comme une sorte de dating, un matching. Il faut trouver qui a quel intérêt, qu'est-ce qu'on propose et qu'ensuite on soutient les personnes qui se mobilisent et puis on les coach. Il peut y avoir de nouvelles formes aussi. Donc, le travail de jeunesse, on a aussi une application d'information. Il y a des jobs qui donnent un peu d'argent de poche. Des jeunes gens vont aider de vieilles personnes, reçoivent un peu d'argent de poche. Dans la crise du coronavirus, on a changé cela pour en faire un chat bénévole. Donc, il y avait des milliers de jeunes déjà dans cette application, mais il y avait aussi des douzaines de vieilles personnes qui étaient déjà dans cette bourse et on l'a changé pour subvenir aux besoins. Donc, il faut mettre à disposition les moyens pour qu'on puisse aussi être plus agile selon les temps qu'on vit. Mais finalement, c'est toujours une question de bénévolat. Quand on veut faire du travail bénévole, il faut aussi voir les structures. On demande de plus en plus. Enfin, il faut aussi pouvoir se permettre le travail bénévole financièrement, point de vue temps, et puis on doit aussi pouvoir l'accès et la confiance comme quoi on peut faire quelque chose. Donc, ce sont là, pour moi, les grands défis. Bien sûr, l'économie, la société dit c'est génial, le bénévolat, mais en même temps, de lundi à vendredi, parfois aussi jusqu'à samedi, voire dimanche, on ne le permet pas. Ou en tant qu'entreprise, on dit oui, le volontariat, c'est une très bonne chose. On veut le faire, mais de l'autre côté, on doit dire, eh bien, il y a 20 ou 30 ans, quand j'étais encore dans l'apprentissage, la réalité était bien différente par rapport à l'agilité, la mobilité que l'on demande, la disponibilité aussi. Il y a comme ça des difficultés qu'il faut aussi expliquer. OK, vous dites clairement, c'est complexe et cela le sera encore plus à l'avenir. Madame Mark-Walder, oui, j'aimerais un peu déranger cette belle harmonie, car je trouve qu'il y a un développement qui s'est fait au niveau des grandes entreprises qui est bonne. Donc, il y a plus du corporate volunteering qui se fait pour des raisons éthiques. Ils ont une charte éthique. Et puis, c'est aussi une sorte de produit importé des États-Unis. On connaît le corporate volunteering aux États-Unis comme étant faisant partie de la culture des entreprises. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise américaines pour qui c'est important. Mais cela montre aussi que même si pendant les heures de travail, on peut faire du bénévolat, il n'y a que 25% des gens qui ont cette opportunité qui saisissent cette chance. Donc, un quart du personnel. Et là, c'est aussi un défi de savoir quel projet on propose, quelles sont les organisations partenaires. Mais je pense justement ce domaine-là a bien augmenté dans les grandes entreprises, alors que pour les PME, cela était déjà une tradition. Montrez-moi un entrepreneur, une entrepreneur qui ne permet pas que l'on copie la musique pour un concert à l'église au bureau. Je crois qu'on peut le faire depuis toujours dans un cadre plutôt sain. Alors, l'entrepreneur, que dit-il? Eh bien, j'aimerais aussi déranger un peu cette belle harmonie et je le vois plus comme quoi on essaye de purifier un peu notre économie. Donc, on fait de temps en temps quelque chose qui est bon, mais pendant la semaine, on fait ce qui nous amène de l'argent, ce qui nous fait vivre. Et ce qui se passe pendant la semaine est donc réservé à peu d'organes. Et je crois que cela ne permet pas vraiment l'épanouissement personnel des gens quand on leur dit ce qu'il faut faire. C'est un peu ancien, cette vue. Mais il est vrai
malgré la critique que je viens de nommer, il y a aussi des gens chez nous qui ont été là depuis au moins 1 an, peuvent prendre 3 semaines, voire 1 mois pour faire du bénévolat. Donc l'idée est bien celle-là, si vous pouvez vous le permettre, car cela reste une question financière. Quand on fait du bénévolat, on peut le faire, on propose cette opportunité chez nous, mais ce sont les personnes elles-mêmes qui décident ce qu'elles veulent faire. Très bien. Mes chers invités, chers participants et participantes à la maison, thèse numéro 2, oui, on peut dire les choses deviennent de plus en plus complexes et probablement les formes du bénévolat vont également changer car les exigences augmentent. Et ce que l'on a vu aussi, c'est que partout dans la vie, ces frontières entre ce qui est travail, je dois travailler, qu'est-ce qui est bénévolat ou ce que je veux faire, que cela devient de plus en plus fluide. Cela m'amène tout de suite à la 3e thèse. Et là, on peut donc parler d'une base juridique éventuellement. Donc, c'est donc dans l'intérêt des entreprises et des organisations de bénévolat, des villes et des politiciens et politiciennes que le bénévolat soit promu, soutenu, car on peut bien sûr aussi économiser de l'argent. Madame Markwalder, dans 77 pays, il existe des bases légales pour promouvoir le bénévolat. Pourquoi est-ce que cela n'est pas le cas pour la Suisse? Quels sont les pour et les contre d'une telle démarche? On a bien réfléchi à cette question dans le forum du bénévolat qui regroupe les différentes organisations de bénévolat. Comment on peut en fait soutenir les bénévoles? Et bien sûr, une base légale ne va pas nécessairement promouvoir le travail en tant que tel, mais ce sont les bonnes conditions cadres, les possibilités qu'une personne a de pouvoir s'engager au niveau de la société. Et là, bien sûr, il y a aussi la motivation intrinsèque que l'on ne peut pas vouloir à travers les bases légales. Donc, par exemple, on a parlé de déduction fiscale, ce qui serait une sorte d'incitation monétaire indirecte. Mais là aussi, on s'est dit, avec une petite incitation financière, on peut carrément réduire, voire anéantir cette motivation intrinsèque. Parfois, c'est mieux de ne pas payer, donc il faut quand même réfléchir aux bonnes conditions cadres. Et là, la politique, notamment au niveau des communes, on peut donner le bon exemple en proposant par exemple des espaces pour les bénévoles qui sont gratuits. Ce sont là des choses qui sont vraiment utiles. Et si je reviens encore une fois à la question de la motivation, il faut réfléchir ce qui motive les gens. Quelle est la motivation principale d'un engagement? Ce n'est pas en premier lieu l'altruisme comme on le dit fréquemment. Non, c'est vraiment aussi l'idée du sens qu'on trouve que c'est vraiment quelque chose de bien qui fait plaisir aussi. Et si c'est quelque chose qui fait plaisir, ce n'est pas quelque chose que l'on peut mandater sur une base légale. Et j'aimerais aussi voir dans combien de ces 77 pays qui ont une base légale, le travail de bénévole fonctionne mieux. Effectivement, on peut le mettre dans la Constitution, article numéro 1. Ayez du plaisir, voyez votre vie comme ayant un sens. Bon, Monsieur Galladay, comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que c'est une tâche de la ville, de la commune de soutenir le bénévolat ou est-ce que vous dites non, c'est au canton, à la Confédération? Bon, bien sûr, tout le monde vit dans une commune. C'est là où se joue le quotidien. Après, ça fait partie du canton, du pays, etc. Mais c'est certainement une tâche qui se fait plutôt localement, en proximité, entre les gens qui vivent pas loin les uns des autres.
Bien sûr, le canton et la confédération peuvent soutenir. Il y a beaucoup de sport, de social, de culture qui est donc soutenu à ces niveaux-là. Que là, on réfléchit aussi à ces niveaux-là, comment on peut soutenir le travail de bénévolat. Évidemment, il serait bon d'avoir une telle base, mais l'Observatoire a montré que nous sommes assez loin comparé au monde entier par rapport à notre engagement. Donc, on peut effectivement réfléchir, les évaluations, les plateformes de meilleurs exemples, etc. Tout cela peut se faire au niveau supracommunal, mais finalement, l'expérience se vit au niveau des communes, au niveau des villes. Et je crois que c'est vraiment une tâche qui est à aborder au niveau local. Gérard André. Moi, je ne suis pas un grand fan de tout consacrer dans la loi, d'encourager le bénévolat par la loi. Je pense que ce sera ajusté un peu derrière la virgule. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui passe avant la virgule, c'est-à-dire permettre aux personnes de décider librement à quoi elles veulent consacrer leur vie, leur temps libre. Je reviens à l'exemple des retraités. Je vois cela avec mes parents, mes beaux-parents, qui s'engagent avec une sorte de revenu de base. Et elles font énormément de choses. Je pense que notre société actuelle, notre système économique, le fait d'obtenir le pouvoir d'achat change. Notre système fonctionne toujours un peu comme dans l'ère de l'industrialisation, mais dans notre monde numérique, au fond, peu de personnes réalisent de grands montants. Et le système est financé par une poignée de personnes qui ont une activité régulière. À partir d'un moment, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas aller de l'avant comme cela. Nous avons besoin d'une sorte de sécurité de base. Dans les faits, c'est déjà le cas. Nous avons un système social qui stigmatise, qui discrimine. Je suis bien plus optimiste quant aux possibilités des personnes autonomes lorsqu'on leur donne une sorte de socle de base, des sortes de revenus de base. Là, elles vont s'épanouir sans avoir besoin d'une régulation économique. Ça, c'est vraiment le libéralisme au mieux. Eh bien, je m'inscris en faux à ce que tu dis. Je pense que ce revenu de base des aînés par l'AVES et par les caisses de pension, ça c'est de la fortune de l'épargne, ou plutôt un système de répartition solidaire par l'AVES pour y avoir cotisé. Et si vous parlez d'un revenu de base pour toute la population, eh bien, dans une vision du monde idéaliste, cela peut fonctionner, même si c'est un énorme exercice de répartition, mais je pense que nous donnons les faux stimuli. Notre société doit toujours compter sur le fait que la performance est rémunérée. Donc, tu ne crois pas que les personnes feraient du bénévolat sans avoir de stimuli? Là, nous sommes dans une table ronde qui s'intéresse jusqu'à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses de personnes? Qu'est-ce qu'elles feraient? Aujourd'hui, nous n'avons pas de revenus de base pour tout le monde, c'est-à-dire pour celles qui ont besoin parce qu'elles sont malades, invalides, parce qu'elles ont des infirmités de naissance, parce qu'elles ont perdu leur emploi. Nous avons un filet de sécurité, mais pas en tant que tel, et nous donnerons les mauvais stimuli. Encore une fois, je viens de le dire. Si certaines tâches sont mal rémunérées, il n'y a pas de motivation intrinsèque. Et pour le bénévolat, c'est vraiment la pierre d'achoppement, ou plutôt le stimuler en tant que tel. Il serait erroné d'ajuster le système de manière à offrir, à introduire un revenu de base. D'ailleurs, il y a eu la votation consacrée au revenu de base inconditionnel avec un nom clair d'ailleurs. Et puis, il faudrait offrir aux personnes la possibilité de gérer leur vie plus libre. Quelle serait la motivation pour un jeune de faire un apprentissage si le revenu de base dépassait le salaire d'apprenti? Parfait. Bon, quand les experts discutent,
Je vais poser la question au groupe de cible elle-même. Une question assez spontanée. Voilà, vous avez entendu ce qu'on pourrait faire, mais la question c'est, avec la perspective des bénévoles, est-ce qu'une base juridique, ça vous sert ou c'est pas vraiment le niveau de l'intervention? Alors déjà, on peut rappeler qu'il existe une base juridique en fait en Suisse pour l'engagement des jeunes, pour la promotion du bénévolat chez les jeunes, puisque le Code des obligations a un article qui dit que tout jeune de moins de 30 ans, employé ou apprenti, a le droit à 5 jours par année pour s'engager bénévolement dans une activité en lien avec la jeunesse. Donc ça existe, et puis nous, on en fait la promotion au CSAGE de cette base légale, parce que justement, le fait qu'elle existe, pour nous, c'est vraiment un bon moyen de motiver des jeunes en disant qu'ils auront le droit à ces 5 jours en plus. Donc une base légale, c'est vraiment utile ensuite pour faire la promotion. C'est aussi une reconnaissance des autorités pour dire ce que vous faites est important, au point qu'on l'a inscrit dans le Code des obligations. Donc moi, je pense que des bases légales, c'est aussi un signal fort des autorités. Et aussi, actuellement, on se retrouve des fois dans des obstacles et un peu des absurdités qui font qu'on doit payer pour faire du bénévolat presque, parce qu'on doit payer pour avoir, par exemple, si on veut faire du bénévolat avec des jeunes, des fois on doit avoir une preuve de son casier judiciaire, et pour avoir ce casier judiciaire, on va devoir payer actuellement. Et des choses comme ça, il faudrait vraiment que ce soit inscrit et simplifié pour que justement il n'y ait pas des obstacles pour faire du bénévolat, parce que comme on l'a déjà discuté longuement, le bénévolat, ça a vraiment une valeur importante, c'est aussi une valeur économique, mais alors si en plus les bénévoles doivent, eux, débourser de l'argent pour le faire, là on a un problème. Et je pense que le message d'une base légale, il est important, qu'il ne faut pas oublier aussi ça. Also quasi These Nummer 3. Troisième thèse, pour ensuite conclure ce tour consacré à la thèse 3, il est de l'intérêt des organisations du bénévolat et aussi du monde politique de créer une sorte de base juridique. Mais ensuite, il faut regarder de près pour ne pas, du coup, donner de mauvais stimuli et un sens ainsi que du plaisir, en quelque sorte, dicté par les institutions, ce qui serait déplorable. Quatrième thèse, maintenant. Nous avons vu que les organisations doivent être actives, ainsi que le monde politique, mais les entreprises, c'est-à-dire les employeurs, doivent aussi jouer un rôle pour encourager le bénévolat. En fait, dans le contexte du bénévolat, on peut acquérir des compétences extrêmement variables. Je ne sais pas, être programmeur chez LIP, je ne sais pas quelles compétences on peut acquérir dans ce cadre, mais je repasse la parole à Madame Cavin. Est-ce qu'il n'est pas non plus de l'intérêt des employeurs d'encourager le bénévolat? Comment est-ce que vous vous engagez aujourd'hui en tant que CSAJ pour acquérir des compétences, et qu'est-ce que vous recommandez aux autres organisations? Für den SAJV ist die Anerkennung qui a été lancé récemment, c'est le compétences clés. Et l'idée de ce projet, c'est vraiment justement de favoriser en fait le dossier bénévolat que vous devez sûrement déjà tous connaître. Et l'idée en fait que tout le travail qui est fait dans le cadre du bénévolat soit inscrit dans un dossier qui puisse vraiment servir aussi le jour où on cherche un travail non bénévole, qu'il y ait une véritable reconnaissance de toutes ces compétences. Donc actuellement, le CSAGE travaille avec plein d'organisations jeunesse pour développer ce dossier. Et puis ce qui sera important ensuite, c'est que les organisations jeunesse qui engagent des bénévoles, elles utilisent ce dossier, qu'elles documentent finalement en fait l'engagement qui a été fait, aussi dans une perspective de reconnaissance de ces acquisitions qui ont été faites. Et puis après, il y a tout un travail à faire de sensibilisation des employeurs, où là, il faut que les employeurs connaissent ce dossier et puis soient capables de reconnaître que les aptitudes développées dans un cadre de bénévolat soient aussi transmissibles dans un cadre professionnel, on va dire. Sehr gut, vielen Dank. Und nächste Frage. Parfait, merci. Prochaine question à vous, Gérard André. J'avais noté d'abord
Comment est-ce que vous réagirez si un employé vous demande un congé de 5 jours pour faire du bénévolat? Mais vous venez me dire que, bon, ça c'est pas grave, pour vous, on obtient 3 mois. Donc, ce n'est plus un problème chez vous. Je renoue avec une autre question. Est-ce que la possibilité d'un congé bénévole financé par l'entreprise mais à organiser soi-même, est-ce que ce sera une option à l'avenir? Nous avons vu que le bénévolat, eh bien, il faut pouvoir se l'offrir. Petite parenthèse, je suis un peu confuse maintenant. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Bon, je prends la licence de tutoyer tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure. Chez nous, des petits congés, en fait, s'organisent assez librement. Nous avons un temps de travail annuel qui repose largement sur la confiance. Les employés contrôlent eux-mêmes les heures de travail effectuées dans le cadre du droit du travail, bien entendu. Après avoir essayé d'être un peu manichéen tout à l'heure, je reviens à un discours un peu plus harmonieux, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a des transitions. Moi-même, je tirais parti quand j'étais jeune menuisier, comme maître menuisier, et choisi d'investir dans la formation professionnelle. Cet engagement volontaire qui va un peu plus loin que le pur bénéfice que vous obtenez la semaine prochaine, eh bien, je crois que là, nous avons une sorte de fondation solide en Suisse pour ce genre d'engagement. Et par ailleurs, les entreprises étrangères ne comprennent pas. Ils s'intéressent à la relève aux diplômés de l'EPFL, etc. Mais cet engagement va bien plus loin. Et dans les entreprises, eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs domaines où il y a une sorte de chevauchement entre engagement bénévole ou payé. La journée de l'avenir, eh bien, puisque nous ne sommes pas organisés du haut vers le bas, ce sont les personnes qui ont l'énergie qui décident de l'organiser et pas notre organisation. Pour ces personnes, c'est quelque chose d'utile pour l'entreprise. Elles le font. C'est l'entreprise qui paye. On l'admet. On est d'accord, c'est notre deal. Et puis, il y a d'autres sortes d'engagements. Des événements communautaires dans les communautés open source où on développe des logiciels. Vous connaissez tous Linux. Et vous l'utilisez sciemment ou non tous les jours. C'est un logiciel qui est largement développé de manière mondiale par des bénévoles. Et chez nous, dans notre entreprise, bien souvent dans les projets, les programmateurs travaillent sur un feature, une exigence pour un client. Et le soir, ils restent dans le bureau, ils en font un dérivé open source qui est ouvert, qui est libre à la communauté. Et là, ils obtiennent de la reconnaissance, de la notoriété, parce que cet open source code est visible. Et là, du coup, un travail rémunéré passe et le soir, on obtient le fanion, la reconnaissance. Donc, ce sont des modèles hybrides qui permettent aux entreprises d'intervenir dans cette idée de la co-création compétition. De la co-création compétitive et concurrentielle. C'est un modèle d'avenir pour la collaboration économique. Donc, on ne dit plus tout le monde tous pour le gagnant, quelques milliardaires qui réalisent des sommes énormes et les autres restent en marche. Je pense qu'il y a un espace pour des modèles plus intéressants et la créativité concurrentielle en est un. Parfait. Je trouve cela encourageant. Ce que nous entendons de ces 4 formidables personnalités, j'espère qu'il en va de même pour vous à la maison. Nous avons parlé des possibilités et des défis de l'avenir du bénévolat. Nous les avons parcourus. Beaucoup de possibilités, beaucoup de controverses. Je me permets de conclure maintenant. Et toi, Aurélie, tu nous diras ce que tu aimerais voir ou comment tu t'imagines l'avenir du bénévolat. Engagés et que leur engagement soit reconnu et que la solidarité entre les générations dans les deux sens continue, et parce qu'on a vraiment besoin de cette cohésion sociale actuellement. Je trouve important de voir ce qui se passe bien déjà. Il faut le préserver pour l'avenir
Il y a le bénévolat, certes, qui est le ciment et la cohésion de la société, mais nous avons aussi besoin de la participation, de l'accès à tout le monde pour que tous les citoyens aient la possibilité et le courage de faire du bénévolat. Et j'espère pouvoir améliorer les conditions cadres pour davantage motiver les personnes de faire du bénévolat dans toutes sortes de domaines pour qu'elles retrouvent la motivation. Et je vous rappelle, nous l'avons entendu, le bénévolat a besoin d'être reconnu. N'oubliez jamais de dire merci aux bénévoles parce que le remerciement, c'est la rémunération du travail bénévole. Ce que j'aimerais voir, c'est une société libérale au meilleur sens, où il n'y a pas qu'une poignée de personnes qui décident du sens, mais où tout le monde est à armes égales. C'est une vision utopique, mais il est bien sûr permis de rêver. Et peut-être aller dans le sens d'un changement. Un peu comme nous l'avons dit aujourd'hui, un engagement bénévole pour la bonne cause. Un grand merci à nos magnifiques intervenants. Malheureusement, nous ne pouvons pas battre le tambour, vous applaudir, mais bon, je le fais un peu à votre place et j'applaudis de tout cœur pour toutes celles et ceux qui sont à la maison devant leur écran.